Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Nicolas et aujourd'hui je donne des conseils pour les étudiants en médecine. Conseils que j'ai pu acquérir suite à mon expérience en fac de médecine. C'est surtout des conseils pour les externes. Éventuellement, certains conseils aideront les médecins plus avancés. Au début de la vidéo, il y a des conseils pour bien apprendre et bien réussir les ECN. Ils sont vraiment très importants et changent la donne, je pense. Puis il y a des conseils si vous pensez ne pas réussir à ingurgiter toutes les connaissances pour être bon médecin, qui vous expliquent que vous allez sûrement y arriver. Il y a aussi des conseils pour comprendre comment on prend des décisions, ce qu'il faut faire quand vous êtes perdu. Il y a des conseils pour réussir à rester toujours aimable face aux patients. Des conseils pour faire face au stress, pour ne pas devenir dingue également. Je crois qu'une grande partie des externes sont perdus aux problèmes que j'aborde, car il faut du temps, du repos et du recul pour comprendre comment résoudre ces problématiques. Ce qui manque cruellement en médecine. Les conseils que je donne, ils sont basés sur mon vécu de ces 4 années de médecine. Durant ces années de médecine, j'étais vraiment submergé par l'inquiétude de ne pas réussir. Et c'est justement après que j'ai compris comment j'aurais dû agir et penser pour être plus serein. Tous ces conseils que je vais vous donner devraient débloquer beaucoup de situations problématiques. Du coup, là, je commence et je vous donne d'abord les conseils pour réussir les ECN. Alors, juste pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé, les ECN, c'est le concours de 6e année de médecine qui départage tous les étudiants en médecine de France et qui se déroule tous les ans et qui va permettre, en fonction du classement que chaque étudiant aura à ce concours, de choisir la spécialité médicale que l'étudiant pourra faire par la suite dans sa carrière. Mieux on est classé à ce concours, plus on pourra faire la spécialité médicale qu'on veut. Par exemple, si on est classé 100e sur 8000, on pourra faire chirurgien, neurologue, etc. Mais si on est classé 4000 sur 8000, on pourra faire que généraliste ou santé publique. Et donc, comme c'est très important de réussir ce concours, tous les étudiants de France travaillent énormément durant ces 6 premières années pour réussir les ECN. D'ailleurs, maintenant, je crois qu'ils ont mis le concours en 5e année. Donc, pour revenir sur mon expérience, moi, j'apprenais pas du tout de la bonne manière mes cours. Et personne ne me guidait et je me serais sûrement planté aux ECN et j'aurais eu un savoir trop fragile. Du coup, je vous explique pour que vous puissiez faire mieux que moi. Le premier souci quand j'ai commencé l'externat et que j'ai commencé à apprendre les maladies, c'est que j'apprenais les maladies dans l'ordre du livre. Donc pour nous, en 2010, pour chaque spécialité, la cancéro, la psychiatrie, etc., on avait un livre qui correspondait à cette spécialité, contenant un chapitre par maladie à apprendre. Moi et certains de mes amis, on voulait bien faire, on apprenait dans l'ordre du livre en pensant que de toute façon, vu qu'on allait tout apprendre, ça n'avait pas d'importance. Sauf qu'en général, on n'avait pas le temps de bien apprendre toutes les pathologies parfaitement. Et c'est pourquoi mon conseil, c'est de se focaliser d'abord sur les maladies qui tombent souvent aux ECN, car ce sont les maladies les plus fréquentes dans la vie ou les plus graves. Apprenez ces maladies en premier à chaque semestre, ça vous permettra, lors des révisions, de bien connaître ces maladies et d'avoir de bons résultats aux ECN. Et ça va vous permettre aussi de maîtriser suffisamment en tant qu'interne, car vous connaîtrez les maladies soit les plus graves, soit les plus fréquentes. Vous trouverez la liste de ces maladies qui tombent fréquemment aux ECN à la fin des livres d'annales des ECN. Si on maîtrise moins bien les autres maladies, c'est pas trop grave. Car si jamais vous tombez sur des patients ayant des pathologies que vous comprenez mal en tant qu'interne, vous dirigerez le patient vers le bon spécialiste. Comme ces pathologies que vous connaîtrez mal sont rares et pas très dangereuses, vous pourrez quand même bien faire votre métier. J'ai une amie assez douée qui avait fait comme ça au CECN, qui avait super bien réussi. J'ai un autre ami qui était assez doué aussi, qui n'avait pas fait comme ça et qui s'était bien planté. Donc, apprenez d'abord les pathologies les plus graves et les plus fréquentes aux ECN. Deuxième conseil, ne cherchez pas à comprendre la physiopathologie de toutes les maladies dans les détails. C'est juste impossible. Alors la physiopathologie, c'est simplement le mécanisme biologique qui explique la maladie. Les médecins, ils adorent utiliser des mots super compliqués de ouf pour dire des trucs tout simples. En arrivant en 3e et 4e année de médecine, je croyais que le mécanisme de la plupart des maladies était connu. En fait, non. Il reste souvent plein d'hypothèses possibles sur les mécanismes en jeu dans telle maladie, sans qu'on soit sûr de la bonne hypothèse. Le corps humain étant tellement complexe à cause de la chimie et de la biologie, dans certaines maladies, on connaît les mécanismes, mais dans de nombreuses maladies, on connaît mal les mécanismes, voire on les connaît pas du tout. Souvent, on connaît que les traitements et les symptômes de cette maladie. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre surtout les grandes lignes de la physiopathologie des maladies, ces grandes lignes qu'on voit en général dans les livres ou polycopiés qu'on vous demande de lire, mais cherchez pas à comprendre le détail de tous les mécanismes, vous perdrez un temps hallucinant à faire ça et vous raterez votre CECN si vous vous passionnez trop pour la physiopathologie.
À la limite, si vous êtes passionné par la physiopathologie, apprenez uniquement très bien la physiopathologie, mais dans un seul domaine, la cancéro, la dermato, etc., le domaine qui vous passionne le plus. Ce que je vous conseille de faire quand on commence à apprendre les maladies, de la 3e à la 4e année, c'est d'apprendre d'abord ce qu'on vous enseigne sur chaque maladie, les symptômes, leur diagnostic, leur traitement, et uniquement la physiopathologie de chaque maladie présentée dans les polycopiés qu'on vous demande de lire. Puis, vers la fin de la 4e année, vous comprendrez que de nombreux mécanismes apparaissent souvent dans plein de maladies et expliquent plein de trucs. Alors, les choses deviendront plus claires dans votre esprit à ce moment-là. Comme exemple de mécanisme rencontré dans beaucoup de maladies, il y a l'inflammation qui permet parfois au système immunitaire de bien fonctionner, mais empêche parfois le tissu touché de bien fonctionner. C'est un mécanisme très fréquent. Un autre mécanisme très fréquent, c'est le fait que la force du métabolisme des cellules diminue avec l'âge du patient, et donc que vieillir, ça va favoriser plein de maladies à cause de ça, comme le diabète ou l'insuffisance rénale. Ou il y a aussi un autre mécanisme très fréquemment rencontré, c'est que les tuyaux dans le corps peuvent se boucher, empêchant le produit dans les tuyaux de passer et créant un embouteillage en amont. Que ce soit pour un caillot dans une artère, que ce soit une lithiase dans l'urètre, ou que ce soit l'intestin qui se bouche. Il y a quelques autres mécanismes très souvent rencontrés qu'on apprend progressivement. Il faut absolument discuter avec les soignants à l'hôpital pour les apprendre, par exemple vers la fin de la 4e année, car c'est le moment où l'on commence à mieux connaître les maladies. On peut apprendre ces mécanismes en cours parfois, mais c'est en général à l'hôpital qu'on apprend vraiment ça. On fait alors le lien entre les symptômes du patient et la maladie qu'il a. C'est à ce moment-là qu'on commence à savoir évoquer des syndromes et des maladies face à certains symptômes, comme par exemple l'arrêt des selles pendant plusieurs jours. Ça va faire penser à une occlusion intestinale. Et c'est très dommage, mais je pense qu'il y a certainement des médecins qui ont du génie pour imaginer des mécanismes de fonctionnement des maladies qui se sont plantés au ECN, car ils ont perdu du temps fou à essayer de comprendre tous les mécanismes des maladies et qui sont devenus juste généralistes, entre guillemets, même c'est bien généraliste, alors qu'ils auraient pu devenir de très bons chercheurs. Les ECN, c'est pas pour les chercheurs. Il faudra peut-être des épreuves dans les ECN mesurant les causalités en physiopathologie pour qu'on puisse mettre dans son CV par la suite qu'on est bon en physiopathologie. Là aussi, mes amis qui ont fait ainsi ont bien réussi, et ceux qui ont trop cherché à comprendre tous les mécanismes du corps, ils se sont plantés. Et puis le troisième conseil, de moindre importance, c'est quand vous êtes perdu face à un terme dans un de vos polycopiés au livre, il faut trouver la définition de ce mot pour ne pas rester dans le flou et comprendre vraiment ce que ça veut dire. Ça, c'est ce que je faisais en première année de médecine, et ça m'a permis de vraiment être bien classé en première année de médecine. Alors parfois Wikipédia c'est pas mal, mais parfois il n'y a pas la bonne définition sur Wikipédia. Du coup je vous donne 2 sources pour trouver cette définition. La première c'est le dictionnaire Garnier de Lamarre. Alors en vrai je suis pas sûr du nom du dictionnaire. Et je sais que je consultais un dictionnaire très bien dans les bibliothèques de ma fac, et en regardant sur internet, je crois bien que c'est ce dictionnaire là, le Garnier de Lamarre. Après avoir connu ce dictionnaire, ça m'a aidé à vachement mieux comprendre mes cours. Et la deuxième source c'est le dictionnaire médical de l'Académie nationale de médecine, dont vous trouverez l'adresse web dans la description de ma vidéo. C'est un site très mal fait graphiquement, mais il contient quand même pas mal de définitions très intéressantes pour tous les gens qui s'intéressent à la médecine. Donc les 3 conseils vraiment importants que je vous donne, à vous externes, c'est d'apprendre d'abord et surtout ce qui tombe souvent aux ECN, parce que ça va être les maladies graves ou les maladies fréquentes, et celles qui tombent au CCN. Ne cherchez pas à comprendre tous les mécanismes des maladies dans le détail, à part éventuellement dans un seul domaine. Vous apprendrez en demandant aux internes, aux autres médecins par la suite, les mécanismes les plus importants. Et le dernier conseil, c'est d'utiliser le dictionnaire Garnier de Lamarre ou l'encyclopédie de l'Académie nationale de médecine pour mieux apprendre. Pas mal de mes amis n'ont pas suivi ces règles et sont malheureusement plantés. Comme ces conseils sont importants, si cette vidéo vous plaît, et concerne certains de vos amis, je vous suggère de partager cette vidéo s'il vous plaît, par exemple sur Facebook ou par mail. Ce serait vraiment cool si elle pouvait aider le plus de monde possible. J'ai l'impression que les médecins débutants ressentent fréquemment le jugement suivant de la part du milieu médical. Si tu as peur de faire des erreurs, c'est que tu n'as pas les épaules pour faire la médecine. Alors je suis pas d'accord avec ce message qu'on peut ressentir. En vrai, si vous avez peur, c'est peut-être d'abord parce que vous tenez à vos patients, donc c'est plutôt une qualité. Et puis peut-être aussi que vous sentez que vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions et qu'il y a peut-être une vraie raison pour ça, pour laquelle vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions. C'est une crainte qu'il faut écouter et il faut essayer de trouver des solutions pour ça. Si vous vous inquiétez pour votre capacité à prendre des décisions, c'est soit que vous savez déjà tout sur la prise de décision, ce qui est très bien mais à mon avis assez rare, soit que vous pensez que vous serez prêt à temps, c'est aussi une bonne chose, soit que vous vous en foutez de vos patients. Et dans ce cas-là, c'est pas une qualité
de ne pas être inquiet, c'est plutôt un défaut. Donc non, je trouve ça normal de s'inquiéter, de ne pas y arriver quand on va devenir médecin. Justement, ici, je vais expliquer quelques astuces qui permettent de mieux gérer ça. Donc l'autre jour, après avoir réfléchi à ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'il y a surtout un truc qui me stressait énormément et dont je dois témoigner. C'était mon rythme d'apprentissage des cours beaucoup trop long. C'était peut-être un petit peu particulier pour moi, car à l'époque, j'avais des soucis de santé. À cause de ça, je redoutais vraiment de me planter aux ECN et d'être vraiment en galère en tant qu'interne. Par rapport à ça, je vais vous mettre des conseils et je vais vous expliquer des choses plutôt rassurantes. Mais d'abord, je reviens sur les soucis de santé. En général, si vous avez un souci de santé qui vous ralentit, comme j'ai eu à l'époque, effectivement, dans ce cas-là, pensez peut-être à prendre le temps de redoubler une année ou deux si vous pouvez le faire. Et si la charge de travail de l'internat est trop importante pour vous, il faudra se forcer à prendre des stages faciles, même s'ils sont moins formateurs. Mais si vous n'avez pas de souci de santé, certainement votre rythme d'apprentissage est suffisant et je vous explique pourquoi ici. D'abord, quelque part, rassurez-vous, malheureusement, la majorité des médecins n'est pas encore parfaitement au point au début de l'internat. Vous n'êtes pas le seul. Donc, il me semble qu'on est quand même un minimum encadré au début de l'internat. En particulier, on ne vous laisse pas prescrire seul tout de suite si vous êtes perdu. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas assez encadré, qu'on n'est pas assez bien guidé au début de l'internat, mais c'est le cas de tous, et finalement, ça se passe pas si mal en général, même si ça provoque beaucoup de stress. Et puis vous qui apprenez sûrement plus vite que moi, mais qui redoutez être trop lent, sachez qu'après avoir quitté la fac en 4e année, finalement, juste en une année d'externat, j'avais vraiment appris beaucoup de choses. Beaucoup plus que ce que je m'imaginais, et pourtant ma vitesse d'apprentissage était très lente à cause de ma santé. Quand mes amis actuellement médecins parlent de médecine, dans 90% des cas, je comprends sans faire plus d'efforts que ça. Finalement, j'étais pas à des années-lumière de bien connaître, contrairement à ce que je m'imaginais. Aussi, toujours pour vous rassurer sur le nombre de choses à se souvenir, sachez que généralement, à la fin de la 6e année de médecine, si on a un minimum écouté en cours, appris et fait attention, alors on connaît les situations vraiment dangereuses pour le patient. Je vous invite pas à rien faire, bien sûr, car il est important d'avoir de solides connaissances, mais sachez que si je dis pas de bêtises, il y a peut-être 20 à 30 situations vraiment graves, de manière urgente ou non, à connaître, telles que l'infarctus du myocarde, les méningites avec des petites taches sur le corps, les cancers, etc. Tout le temps, dans ces cas-là, il faut être très prudent. Il y a un réel danger à rater le diagnostic, même si seulement 20% des patients auront vraiment la maladie qu'on s'imagine. Il faut quand même connaître le diagnostic pour penser à ces maladies. Il faut absolument les prendre en compte, et quasiment tout le temps, hors de ces peut-être 30 situations-là, ça n'est pas trop grave ni urgent. Du coup, on a le temps de prendre le temps pour gérer ça. Même s'il faut être prudent et en parler aux collègues en cas de doute. Et là, je vous explique ce dont vous devrez vous souvenir dans la pratique. Après les ECN, car finalement, il n'y a pas tant de choses à se souvenir que ça après les ECN. Moi, je m'inquiétais de ne pas réussir à garder tout en tête. Sachez que vous pourrez oublier pas mal de trucs sans risque. Il faudra absolument garder en tête, cependant, la manière de faire le diagnostic clinique de chaque maladie. C'est important de se souvenir du diagnostic de chaque maladie, car sinon, vous aurez des patients dont vous ne comprendrez rien à leurs problèmes et vous ne saurez pas quoi faire avec eux. Et gardez en tête aussi les grandes lignes de la physiopathologie des maladies. Les effets des maladies, avec quel type de traitement grosso modo dans la soirée. Mais tout ça dans les grandes lignes. C'est pas important de tout se souvenir dans les détails. C'est important de garder ça en tête pour bien communiquer avec vos collègues sur un patient donné. Et ça permet de faire attention en cas d'un symptôme qui apparaît chez un patient qui a une maladie. Par contre, vous ne devrez pas vous souvenir exactement de tous les traitements, de toutes les maladies qui existent exactement. Vous vous souviendrez que des traitements de votre spécialité. Si vous êtes généraliste, vous demanderez au spécialiste de prendre en compte le patient et de prescrire dès que vous connaissez pas la situation. Pareillement, pour les médicaments, il y a peut-être que 20 à 30 classes de médicaments à connaître. Les antibiotiques, les antifongiques, les bêta-bloquants, etc. Et plus souvent, les médicaments d'une même classe ont des noms similaires, ce qui facilite le travail de mémorisation et le travail en général pour comprendre à quel médicament correspond un médicament qui a été prescrit à un patient. Et puis toujours dans l'optique de rassurer, à la vue d'un symptôme, il n'y a pas tant de syndromes et de maladies à penser que ça. Par exemple, pour une douleur au thorax, si on considère que c'est urgent, on pense qu'il y a 4 maladies, ces 4 maladies-là. L'infarctus, l'embolie pulmonaire, la dissection aortique et la pneumonie. Et si je dis pas de bêtises, c'est tout. On pense qu'il y a ces 4 trucs-là uniquement. Et ça se trouve dans certains cours, vous retrouverez ça dans certains cours.
Après, si c'est pas un de ces 4 trucs-là, c'est sûrement pas urgent, on prend notre temps pour aller explorer. Pareil pour les douleurs abdominales, il doit y avoir que 8 pathologies environ urgentes, qui d'ailleurs chacune correspond à un organe de l'abdomen. Du coup, pour ce coup-là, c'est bien connaître l'anatomie quand même. Donc voilà, même si votre rythme d'apprentissage est lent, à votre goût, généralement, ça va suffire pour être bon médecin. Moi, à titre personnel, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des quantités hallucinantes de trucs à se souvenir et que j'y arriverais pas. Finalement, non, c'était pas si dur que ça. Je m'en suis rendu compte après. Et voilà. Donc, toujours dans l'esprit de rassurer les étudiants, je donne d'autres explications. Ici, je vais parler du chemin de la décision thérapeutique. En gros, comment on fait pour, en pratique, quand on a un patient devant les yeux, comment on doit agir. Moi, je redoutais de ne pas savoir comment trouver les maladies chez les patients. Je me projetais peut-être un peu trop à l'époque, car j'avais aucune connaissance pour pouvoir le faire. Je me demandais comment déduire quel traitement prescrire lors de mes futures consultations. Je comprenais pas la démarche du médecin et ça m'inquiétait, car je me disais qu'en tant qu'interne, je serais complètement paumé. Quand je voyais des symptômes chez les patients en tant qu'externe au début, je pensais à 10 000 trucs sans être sûr d'aucun. Du coup, je me disais qu'à cause de ça, j'arriverais pas en tant qu'interne. J'avais surtout l'idée fausse que comprendre tous les mécanismes des maladies permettrait de décider comment soigner. Un peu à la manière du Dr House qui bricole un truc. Et en vrai, c'est très rarement comme ça que ça se passe. Ce que les médecins font en général en consultation, on pourrait appeler ça le chemin de la décision thérapeutique, c'est d'abord d'écouter la plainte du patient et théoriquement, on doit effectuer un examen clinique complet. En réalité, cet examen clinique complet est quasiment jamais fait, sauf par les externes aussi là-dessus, mais on fait quand même un examen sommaire. Et à partir de la plainte du patient et de cet examen clinique, on va s'imaginer certains problèmes auxquels le patient est confronté. Cependant, le fait d'avoir longuement appris ses cours et d'avoir discuté lors des stages à l'hôpital permet de mieux faire le tri parmi les problèmes qu'on imagine. Par exemple, on va voir qu'il est inutile de s'inquiéter d'un diabète de type 2 chez un patient de 20 ans ayant un poids normal, car il est trop jeune pour avoir cette maladie. Et il y a plein d'autres cas comme ça, où quand on suspecte une pathologie ou un syndrome, le contexte va nous faire comprendre que cette pathologie, elle n'est pas à prendre en compte. Ça s'apprend petit à petit, ça prend des mois et des années d'apprendre ça, et ça permet d'éviter de penser à plein d'hypothèses. Puis on va chercher à vérifier si les syndromes ou pathologies ou maladies qu'on suspecte sont réellement présentes ou non. Pour information, un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui va faire évoquer un type de problème du corps. Ces grands syndromes qu'on cherche ne sont pas au nombre de 500, il y en a peut-être que 20 à 40 grands syndromes à connaître. Avec l'habitude, quand on voit un symptôme, cela nous évoque uniquement 2 ou 3 syndromes connus. Et du coup, on enquête sur ces 2 ou 3 syndromes. Et c'est pas si compliqué que ça du coup. Par exemple, si une personne se présente avec les mollets enflés, une des premières réactions est de penser à l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance veineuse et la phlémite. Du coup, on va enquêter pour trouver l'origine de ces 3 problèmes. En effet, dans ces 3 cas, on a ce symptôme de l'œdème au mollet. Mais dans l'insuffisance cardiaque, on va regarder ça de plus près, on a l'œdème au mollet, les œdèmes au poumon et un bruit du cœur caractéristique qui s'appelle le triple galop. Le premier réflexe sera donc de vérifier si oui ou non notre patient a une de ces maladies. Donc là, on va vérifier l'insuffisance cardiaque. Et en vérifiant les autres symptômes associés à cette maladie. Pour cela, on prend notre stéthoscope et on écoute le cœur pour entendre le triple galop qui signe l'insuffisance cardiaque et les poumons qui crépiteraient à cause de l'œdème du poumon. On demande aussi si la personne s'essouffle car l'œdème au poumon crée un essoufflement. Ainsi, on saura si oui ou non notre patient a une insuffisance cardiaque. Ici, le diagnostic est immédiat. Si notre patient n'a pas d'insuffisance cardiaque, on cherche alors une insuffisance veineuse ou une phlémite, les 2 autres diagnostics qui restaient. En gros, voilà comment on fait. On suspecte des trucs, des syndromes. Avec l'expérience, on suspecte des trucs sensés et pas tout et n'importe quoi. Quand on a suspecté une pathologie ou un syndrome, on enquête pour vérifier s'il est là ou non à l'aide de méthodes bien connues pour faire le diagnostic. Que ce soit grâce à des questions ou des examens sur le patient immédiatement ou par des examens biologiques ou de l'imagerie plus tard. En réalité, il n'y a pas un nombre complètement fou de syndromes ou de symptômes à connaître, comme je l'ai déjà dit. Je pense qu'il y en a peut-être 20 à 40. Sans vous pousser à rien faire durant vos études, vous devriez finir par les connaître, même si vous avez peur de ne pas apprendre assez vite. En fait, on mène l'enquête pour savoir l'origine du problème, puis on soigne ce problème et toutes les conséquences de ce problème. On pense aussi aux effets secondaires du traitement, tels que les allergies
au traitement. Par exemple, si une insuffisance cardiaque arrive brutalement, en quelques heures, on suspecte que cette insuffisance cardiaque a été provoquée par un infarctus passé inaperçu récemment. Il faut alors prendre en compte toutes les conséquences des infarctus récents et traiter l'infarctus. Ce n'est que relativement rarement qu'on doit jouer au Dr House, c'est-à-dire qu'on doit imaginer des hypothèses ou des pathologies qui sont inconnues de la médecine et essayer des trucs à moitié au hasard. Et ça n'arrive jamais pour les situations urgentes de devoir jouer au Dr House. J'imagine que ça peut rassurer certains étudiants de savoir ça. Moi, ça m'aurait aidé à y voir plus clair, à mieux comprendre ce que je devais apprendre, à moins paniquer face à cet inconnu qui arrivait. Voilà, et donc encore un autre conseil, en tant qu'externe, vous n'avez pas à trancher. C'est-à-dire que vous n'avez pas à définir à coup sûr ce qu'est le patient, même si émettre des hypothèses est une bonne chose. Pourquoi il ne faut pas trancher? D'abord parce que vous n'avez pas encore les connaissances pour faire le diagnostic. Comme dans mon exemple du patient avec l'insuffisance cardiaque, où si vous ne connaissez pas le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, vous ne pourrez jamais trouver ce qu'a votre patient. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de faire coller les symptômes qu'a le patient à vos connaissances, bien au contraire. Mais juste à un moment, si vous ne connaissez pas la pathologie qu'a le patient, certainement à un moment, vous ne pourrez pas l'inventer, vous ne pourrez pas trouver. Il ne faut pas trop se creuser la méninge dans ces cas-là. Vous apprendrez les mois ou les années suivantes comment faire ça. Il ne faut pas trancher aussi parce que parfois, il faut de toute façon plein d'examens complémentaires pour trancher. Comme par exemple dans le cas de la crise d'épilepsie, où il faut faire plein d'examens complémentaires pour connaître la cause de cette maladie. Et si jamais vous concluez par l'idée que le patient s'inquiète trop, affabule ou ment, regardez le patient comme un menteur, c'est pas sympa du tout pour lui. Je pense que c'est un truc qu'il faut absolument éviter, même si on a le droit d'émettre l'idée qu'il s'inquiète trop ou ment. Et si jamais vous concluez par l'idée que le patient a une maladie en précise, et vous avez des chances de vous tromper parce que vous êtes externe et débutant, du coup vous risquez de vous focaliser que sur certains symptômes. Or, il faut rapporter tous les symptômes dans le dossier médical et aux internes. C'est peut-être désagréable de rester dans le doute, car on peut se dire qu'on est mauvais médecin, mais quand on débute et qu'on ne connaît pas les grands syndromes et maladies, c'est normal de ne pas savoir le faire, ça s'apprend rapidement. Il ne faut donc pas tenter de trancher à tout prix. Ça s'apprend petit à petit, il faut rester dans le doute. Et voilà, il faut tout de même émettre des hypothèses, essayer de faire coller les symptômes du patient à ceux d'une maladie qu'on connaît et en discuter aux collègues pour apprendre. Il faut vraiment parler aux externes et aux médecins plus avancés de ce que vous voyez. C'est vraiment là que vous allez apprendre en reportant ce que vous voyez et vous expliquez qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est pour revenir un peu sur moi. J'avais quand même, franchement, le syndrome de l'imposteur. J'avais fortement cette impression que j'étais pas à ma place en médecine. L'interne qui était sûr de lui, je voyais pas comment je pourrais atteindre son niveau. Mais en vrai, cette assurance arrive très progressivement. Il y a aussi d'autres raisons plus justifiées pour lesquelles j'avais un syndrome de l'imposteur, comme le fait que je suis très passionné par plein d'autres choses en dehors de la médecine et que je voulais garder beaucoup de temps pour ces patients, ce qui était effectivement impossible, au moins j'imagine jusqu'à la fin de l'internat. Du coup, si vous aussi vous avez un syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire l'idée que vous n'êtes pas à votre place en médecine, j'espère que cette vidéo vous fera comprendre que si vous avez votre place en médecine, que vous arriverez à avoir les connaissances, et j'espère que cette vidéo vous apaisera un peu. Et je vous donnerai par la suite les clés pour bien agir et pour vous inquiéter que quand il faut. Là, je vais vous donner plusieurs astuces pour bien prendre en compte les risques. J'ai sûrement pas mis toutes les astuces qui seraient intéressantes de connaître, mais ces astuces devraient déjà certainement pas mal vous aider si vous êtes dans un cas où vous avez peur de prendre des décisions. La première chose à savoir, c'est que quand on suspecte chez un patient quelque chose de potentiellement grave ou urgent, sans être sûr que ce soit là ou pas, ce qui arrive souvent en tant qu'externe, du moins pour moi ça m'arrivait souvent, il faut absolument se forcer à en parler avec vos collègues, externes et internes, même si on redoute de les embêter. Alors, en détaillant, je vois deux raisons pour lesquelles on peut penser qu'une situation est grave. La première raison, c'est qu'on s'imagine tout un tas de mécanismes biologiques, physiopathologiques, basés sur les symptômes qu'a le patient, et on imagine que ces symptômes vont aboutir à ce que le patient ait un truc grave, je sais pas, par exemple, qu'il va perdre la vue, ou qu'il va perdre une jambe, ou je sais pas quoi. Comme on ne comprend pas bien le fonctionnement du corps au début de l'externat, ce qu'on va s'imaginer quasiment tout le temps, c'est faux. Mais je pense qu'il faut tout de même se forcer à en parler aux internes, simplement parce que ce que vous pouvez vous imaginer comme mécanisme, ça peut arriver que ce soit vrai, même si c'est assez rare. Il peut arriver que l'interne se moque de vous suite à ça, car vous êtes imaginé un truc assez farfelu, mais après tout, avec votre manque de connaissances, vous ne pouvez pas savoir si ce que vous imaginez est vrai ou non.
Du coup, c'est normal d'aller le reporter et il faut le reporter. Rassurez-vous, avec la progression dans l'externat, on comprend mieux les cas vraiment graves et du coup, on alerte pas tous les cas de patin ces internes. Et surtout, en rapportant ces inquiétudes, peut-être un peu farfelues, vous comprendrez comment mieux raisonner grâce aux explications de vos collègues. Donc faites-le, vous apprendrez très vite en rapportant tout ce que vous imaginez. Une année d'externat en faisant ça, et vous serez déjà vachement calé. Un autre moyen qui fait penser qu'une situation est grave, c'est de voir que les symptômes du patient collent avec une pathologie grave ou urgente qu'on a appris. Et là, pour le coup, c'est pas farfelu, il y a vraiment des grandes chances que ça soit là. Du coup, dans ce cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à signaler le problème. Par exemple, si un patient a une forte douleur à la mâchoire, à l'épaule gauche, au poignet gauche, ça va sûrement vous évoquer l'infarctus. Eh bien, vous avez raison, il faut évoquer un infarctus dans ce cas-là et le signaler assez rapidement aux internes et aux chefs. Le risque d'une présence d'infarctus réel n'est peut-être que de 20% sur tous les patients qui ont ces symptômes-là. Mais comme ça peut vraiment être grave, ça peut vraiment être ça et ça peut vraiment être grave, il faut assez rapidement le dire aux internes, aux autres médecins calés. Alors en pratique, un infarctus, on ne voit pas ça tous les jours. On voit ça éventuellement aux urgences. Mais si vous voyez ça, reportez-le. Vous aurez raison de reporter un truc dont les symptômes collent à ce que vous avez vu en cours dans une pathologie. Autant on peut tout le temps embêter les internes si on s'imagine un truc farfelu, même s'il faut se forcer à le faire. Autant si votre interne est un minimum professionnel, il vous félicitera d'avoir mis en évidence une situation qui ressemble à ce qu'il y a dans un livre ou dans un cours que vous avez. Après, souvent l'interne va se rendre compte qu'il y a un argument qui explique que cette personne ne peut pas avoir ça, mais assez souvent, peut-être une fois sur 4, une fois sur 5, ça va mettre en évidence un réel problème. Donc il faut le signaler absolument. Aussi, même si ce que vous signalez, c'est pas ce que vous pensez, vous allez énormément apprendre, donc faites-le. Si vous voulez devenir bon, autonome en tant qu'interne, il faut signaler ce genre de trucs, et même si vous avez peur d'être un peu lourd, les médecins vous donneront les explications pour mieux comprendre. Vous deviendrez très vite meilleur en agissant comme ça. Donc voilà, premier conseil, quand vous suspectez un truc grave, forcez-vous à le dire aux internes ou aux autres chefs. Soit ça aide le patient, soit vous apprendrez plein de trucs, soit les deux. Même si ça vous arrive en tant qu'interne au début d'une garde de nuit, durant une garde de nuit, et qu'il faut réveiller le chef à ce moment-là. Un autre petit conseil au début de l'internat, c'est de demander conseil aux infirmiers, aux infirmières calées, qui peuvent vous aider si jamais vous êtes perdu et qu'il n'y a vraiment aucun médecin dans les alentours. Bon, c'est un petit conseil de demander conseil aux infirmières. En général, on n'a pas besoin. J'ai pensé à un truc en rédigeant cette vidéo, c'est qu'il serait peut-être super de créer un petit guide pour les externes à lire absolument au début de l'externat, donc, et distribué dans chaque fac avec ce genre de conseils que je viens de donner, mais aussi qui liste les vrais symptômes, les vraies situations où il faut s'inquiéter. Ça permettrait de donner un peu d'assurance aux externes. Et donc, ce petit document pourra aussi expliquer exactement les responsabilités des externes et la loi. Je pense que les étudiants aimeraient savoir quand est-ce qu'on fait bien notre travail, qu'on n'a pas de risque de faire du mal aux patients et qu'on n'a pas de risque d'avoir de responsabilité de procès. Moi, jusqu'en 4e année, cette notion de responsabilité, elle était floue. Personne ne m'avait jamais expliqué mes responsabilités. Je trouve pas ça normal qu'on soit pas informé là-dessus. Ce sera à vérifier, je suis pas vraiment sûr de ça, mais je crois bien qu'en tant qu'externe, on doit uniquement faire ce que les internes et les autres soignants nous demandent de faire, également reporter les symptômes des patients dans le dossier médical et à nos chefs et à nos internes. Éventuellement, si on trouve une situation grave, il faut demander si on peut aider dans cette situation. Je trouve que c'est important de savoir cela, pourtant ça ne m'a jamais été expliqué. À noter que cette règle, cette explication de la responsabilité, elle est à vérifier dans les législations, j'en suis pas sûr. Si quelqu'un peut m'éclairer dans les commentaires, ce serait sympa. Donc je pense à une autre astuce. Quand un patient a un truc qui pourrait passer pour inquiétant, mais qui n'est pas connu par la médecine, et que vous êtes inquiet, et que vous ne savez pas comment agir, alors pensez à lui demander, est-ce que vous avez déjà eu ça? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ça? Est-ce que ça n'a jamais été grave? Déjà, si ça ressemble à une pathologie qui n'existe pas dans la médecine, si ça ressemble à un truc qui n'existe pas dans la médecine, et que le patient a déjà eu ça, que ça lui a jamais posé de problème, c'est déjà rassurant et ça permet de temporiser un peu. Je pense que lors d'un procès, on ne pourra pas vous accuser de ne pas avoir pris en charge un truc qui est devenu grave, mais qui n'est absolument pas connu de la médecine. C'est une idée qui m'est venue à l'esprit en créant
le texte de cette vidéo et j'avais jamais réalisé ça. Mais oui, c'est vrai. Et c'est très important pour un interne. Si vous ne soyez pas une situation avec des symptômes qui correspondent à rien, à aucune pathologie connue, une situation qui vous fait imaginer un mécanisme inconnu, qui serait devenu grave par malchance, on ne devrait pas vous en vouloir si jamais ça devenait grave. Parce que de toute façon, aucun autre médecin aurait fait mieux. Éventuellement, si ça vous inquiète, ouais, parlez-en quand même aux collègues pour voir si chez eux, ça leur évoque quelque chose qu'ils connaissent. Mais si ça ne correspond à aucune maladie, je ne vois pas comment on pourrait vous en vouloir de ne pas avoir pris ça en compte. Ça permet d'éviter de s'inquiéter pour tout et n'importe quoi, même s'il faut faire le maximum. Naturellement, si jamais le patient hurle de douleur sans avoir de maladie connue, il faut quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, je faisais plutôt partie de ces étudiants qui s'inquiétaient beaucoup trop pour leurs patients et qui avaient la capacité de s'imaginer de nombreux mécanismes par lesquels des choses graves pouvaient arriver. C'est à la fois un défaut, car on perd du temps et c'est stressant. Il faut savoir que c'est aussi une qualité, ça prouve qu'on tient à nos patients et ça permet aussi de se poser des questions et d'apprendre. J'étais vraiment gêné de trop demander aux internes ou aux autres médecins si l'idée que je me faisais était justifiée, mais en réalité, ils ont bien, il me semble, l'obligation de vous écouter, de prendre en compte ce que vous dites et de vous répondre. Et c'est vraiment comme ça que vous vous formez et que vous soignerez mieux vos futurs patients. Et ça s'apprend assez vite, en un an déjà, on peut apprendre pas mal. Je vous donne un exemple de ce genre de cas qui n'était pas grave finalement, mais qui permet de montrer que reporter des trucs incompris permet d'apprendre. On apprend en cours que le diabète provoque un pied diabétique, c'est-à-dire une peau épaissie et dure au niveau des pieds, et qu'au niveau de ce pied diabétique, il y a des infections qui arrivent plus fréquemment. Donc, si on voit un patient qui a la peau épaissie et dure au niveau du pied et ayant 20 ans, on peut s'imaginer qu'il a un début de pied diabétique suite à un diabète du type 2. On en parle à nos internes, c'est pas une idiotie, on ne sait pas, donc il faut qu'on se renseigne. Après tout, on ne peut pas savoir. Soit vous reportez une info intéressante, soit vous allez apprendre des trucs. Les internes nous expliqueront alors que le diabète de type 2 n'arrive que très très rarement chez les personnes de moins de 40 ans, et encore moins à 20 ans, vraiment. Et que ces problèmes de pied n'apparaissent généralement que 20 ans après le début du diabète. Du coup, on n'a rien rapporté d'intéressant sur ce patient, mais on a appris que notre patient n'a pas de pied diabétique, que c'est inutile d'imaginer un diabète de type 2 chez un patient jeune, qu'il faut penser à soigner les pieds des patients diabétiques environ 20 ans après le début de leur diabète. Et c'est vraiment comme ça qu'on se forme. C'est en demandant, en ayant de la curiosité, en reportant ce qui nous inquiète. Souvent, les cours ne permettent pas de bien comprendre pas mal de subtilités sur comment soigner les patients. Il manque plein de détails, tout bêtes. C'est comme ça, à l'hôpital, qu'on apprend. Si vous avez peur de montrer votre incompétence en posant des questions bêtes, le souci, c'est que justement, vous allez rester incompétent. C'est pourquoi il faut se faire violence et se forcer à aller poser des questions. D'ailleurs, je pousse un petit coup de gueule sur les cours de ma fac, que je trouvais de mauvaise qualité. À la fin de nombreux cours de 2e et 3e année, on se retrouvait avec des mauvaises informations en tête, il y avait plein d'ambiguïtés qui restaient, et bien que le cours ne disait pas de mensonges, l'impression qu'il donnait était assez fausse par rapport à la réalité. À l'époque, j'avais voulu mettre avec des amis en place dans ma fac un système qui aurait permis aux étudiants de faire remonter au professeur les défauts de son cours. Malheureusement, ça ne s'est jamais fait, mais d'autres facs le font et apparemment c'est très efficace. Voilà, et donc là, je vais parler de la peur face aux responsabilités. Donc moi, j'avais peur que face à des responsabilités, je sois tétanisé et que je redoute le moindre danger, que je n'ose pas prescrire, etc. Peut-être je me projetais trop dans le futur, alors que même, j'avais pas les connaissances pour me projeter sereinement. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, connaître quelques trucs sur les responsabilités, ça va vous aider. Sur les probabilités, ça va vous aider. Si vous connaissez les probabilités, même approximativement, que le problème puisse être grave, ça va permettre d'agir mieux, plus sereinement. Sachez que l'espérance de vie d'une personne, elle est d'environ 25 000 jours. La probabilité de mourir un jour donné est d'environ d'1 sur 25 000. Bien sûr, c'est approximatif, car ça dépend si on est malade, si on est âgé, mais pour donner un ordre d'idée, c'est 1 sur 25 000 la probabilité de mourir un jour, environ. Si on prescrit un traitement donnant un risque de décès d'1 sur 10 000 pendant un jour après le début du traitement, c'est un peu comme si vous augmentiez un peu le risque de décès du patient durant cette période. Si le traitement a par ailleurs un effet, il améliore l'espérance de vie, il améliore le confort du patient de manière assez importante, alors pour moi, je trouve que ça a du sens de donner ce traitement. Il faut juste prévenir du risque et obtenir son accord. C'est un peu comme si vous conseillez à une personne de traverser plusieurs fois la route pour aller à un endroit à l'autre bout de la ville. Il y a un risque en traversant la route, elle décède, mais il faut bien vivre et traverser la route.
Autrement dit, je trouve à mon sens, c'est raisonnable de faire peser un risque de décès d'1 sur 10 000 pour soigner parfois. Alors, j'ai réfléchi un peu à la probabilité de mourir en traversant la ville à pied. Elle est, je crois, d'1 sur 1 million, donc 100 fois plus grande. Mais globalement, voilà, c'est des probabilités assez faibles. Et apparemment, on va pas interdire à une personne de se soigner juste pour ça. Et donc, je ne sais pas comment un tribunal prendra en compte un tel cas où un patient décéderait suite à un traitement très rarement dangereux, prescrit hors même, mais pourtant efficace. Mais il me paraît tout à fait sain, juste, entre guillemets, de donner un traitement qui augmente un peu le risque de décès pendant un jour, si ça améliore par ailleurs la santé du patient, même s'il est donné hors autorisation de mise sur le marché. Par contre, quand un patient présente un truc grave comme un infarctus, et ça, sur ça que je veux insister, c'est que le risque de décès, il est peut-être de 20% s'il y a un infarctus, si on fait rien. Là, pour le coup, ça a vraiment du sens de se démener, de s'inquiéter vraiment pour ça, parce que le risque, il est environ 2000 fois plus grand. Par contre, faut pas trop s'inquiéter pour des risques d'1 sur 10 000. Vous n'allez pas vous en sortir si vous inquiétez pour ça tout le temps, et surtout si prendre ce risque, ça apporte quelque chose au patient. C'est pour ça que mesurer le risque permet de bien agir quand il faut et de pas trop paniquer quand il ne faut pas. Connaître la balance bénéfice-risque permet donc de ne pas flipper n'importe quand. Sinon, on est inquiet en permanence et le jour où il y a un truc vraiment important, on est un peu perdu, puis on en aura marre, on va pas assez s'inquiéter, au contraire. Voilà. Donc, mais en cas de probabilité de risque inconnu, c'est une situation dont j'ai parlé, donc quand on est externe, quand on s'imagine un truc, qu'on ne sait pas si le risque est réel ou pas, ou même quand on est interne face à une pathologie qu'on connaît mal, si on ne sait pas si le risque de décès est de 40% ou de 0,01%, alors il faut être prudent et aller en parler à ses collègues, se renseigner, faire en sorte que ce risque soit pris en compte. C'est une situation assez rare, mais il faut y faire attention. Et là, je vous donne un autre exemple un peu dans la même veine, qui met en évidence que la loi ne soutient pas toujours le bon sens, il me semble. J'aimerais avoir plus de précision sur la loi, mais si quelqu'un pourra nous renseigner sur ce que je dis dans les commentaires, ce serait gentil. Donc l'histoire, c'est que c'était une amie qui prenait la pilule contraceptive, et son médecin voulait absolument qu'elle fasse une prise de sang, et je crois bien que c'était pour mesurer le risque d'accident vasculaire cérébral, donc le risque d'AVC, que le médecin voulait faire ça. Et mon amie, elle redoutait la prise de sang, parce que chaque fois qu'elle faisait une prise de sang, elle tombait dans les pommes, elle faisait donc un malaise vagal systématiquement après les prises de sang. Donc elle refuse d'aller faire sa prise de sang, et son médecin insiste, et s'agace un peu, et il s'engueule un peu. Je crois bien que le médecin lui a jamais expliqué pourquoi elle devait faire cette prise de sang. Je pense que le médecin aurait dû lui expliquer, et aurait dû faire ainsi, ça l'aurait un peu inquiété de lui expliquer ça, mais elle doit être bien informée qu'elle a un faible risque d'accident vasculaire cérébral à cause de la pilule, et qu'il faut mesurer ce risque. Et aussi qu'il faut prendre la pilule pour éviter les grossesses non désirées et à risque. Et à la fin, ce devrait être à la patiente, aidée par le médecin, de choisir ce qu'elle fait en étant bien informée. Je suppose que son médecin devait redouter un procès si la prise de sang n'était pas faite et que mon ami fasse un AVC, même si c'est extrêmement rare. Et c'est ça qui, je suppose, a dû pousser le médecin à s'énerver. En fait, quand on y réfléchit, le malaise vagal après la prise de sang, il peut vraiment être dangereux. Surtout si elle le fait au milieu d'un passage piéton ou au milieu d'un escalier, en montant ou en descendant un escalier. Et donc, du coup, faire cette prise de sang, c'est pas forcément censé. Il faut peut-être pas la faire. Donc, je sais pas ce que dirait la loi si il lui arrivait un AVC alors que la prise de sang n'était pas faite. Est-ce que le médecin aurait eu une responsabilité dans ce cas-là? Je sais pas, mais je trouve pas ça normal. Il devrait avoir le droit de dire c'est dangereux de faire la prise de sang parce que vous allez tomber dans les pommes, ça pourrait être grave. Donc on fait pas la prise de sang. Et moi j'ai pas de procès si vous arrive un truc parce que c'est pas de ma faute. Il me semble que le médecin serait pas puni, mais justement il me semble aussi que les internes ne sont pas au courant de comment la loi est faite. Du coup ils s'inquiètent de tout, ce qui est tout à fait compréhensible. Il faudrait apprendre à la fac les choses sur la législation. Je sais pas si c'est fait. Moi, en tant qu'externe en 4e année, je ne savais pas la législation, je ne savais rien du tout. Est-ce que certains d'entre vous, vous savez si le médecin serait puni si elle avait fait un AVC sans pour autant faire la prise de sang? Est-ce que vous pouvez me répondre dans les commentaires pour ceux qui savent? Donc voilà, par rapport au risque de procès, je vous raconte ce que je pense aussi, c'est que, et qui est plutôt rassurant, mais j'en suis pas sûr à 100%, c'est qu'il me semble bien que si vous ne faites pas une erreur grossière,
comme passer à côté de quelque chose d'à la fois grave et évident, ou si vous ne maltraitez pas vos patients volontairement, alors il me semble que quasiment tout le temps, le médecin, s'il a tenté de bien faire, n'est pas mis en cause. Mais je suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Et puis, dans tous les cas de procès, il y a un jury, malheureusement, qui est tiré au sort et qui délibère. Donc il y a toujours un côté subjectif à un procès, c'est comme ça. Mais je crois que généralement, si on a tenté de bien faire, si on a un minimum de professionnalisme, on est innocenté. Par exemple, si quelqu'un peut nous éclairer là-dessus, dans les commentaires, ce serait sympa. Donc la médecine basée sur les preuves, c'est l'idée qu'il est mieux de soigner les gens quand on a la preuve de l'efficacité d'un traitement. Donc pour ça, on teste le médicament chez des gens ayant certaines pathologies et on voit si c'est efficace ou non. Et après, quand on a vu si c'était efficace ou non, on décide de le faire à toutes les personnes qui ont cette situation. Et je trouve que cette médecine basée sur les preuves, elle a dérivé. Un ami médecin m'a expliqué qu'au début, les chercheurs qui ont inventé cette notion précisaient que cela devait s'adapter à chaque patient. Soit parce qu'il n'existait pas la preuve de l'efficacité d'un traitement, pourtant efficace, soit parce que la situation du patient traité, elle était un peu différente de celle de l'étude de base, c'est l'étude de référence, et du coup, on ne pouvait pas vraiment dire que ça allait être mieux pour lui. L'idée, c'était qu'il fallait s'adapter à la médecine basée sur les preuves si on ne savait pas comment faire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que si la médecine basée sur les preuves ne dit pas comment faire, quand on n'a pas de données très claires dans une situation, alors il faut rien faire et il faut laisser son patient dans la merde. Du coup, même pas si on peut essayer un traitement qui pourrait aider sans prendre de risque de procès. Je trouve ça un peu aberrant. Bien sûr, il ne faut pas prendre de risques fous non plus, mais je trouve qu'on devrait avoir le droit d'essayer un peu dans certains cas pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est pour la fin du chapitre. C'est le seul vrai conseil qu'un médecin en amphi nous ait donné, et c'est le suivant. Quand vous ne savez pas quoi faire face à un patient, que vous ne savez plus comment l'aider, alors demandez-lui ce qu'on pourrait faire pour lui. Souvent, le patient aura une réponse adéquate. C'est quasiment un des seuls cours ne parlant pas de technique durant mes années de fac, mais c'était pourtant le meilleur car il nous permettait de débloquer plein de situations problématiques. C'est dommage, je trouve, qu'on n'ait pas des cours sur ce genre de truc. Donc, comme je dis, voilà, si vous ne savez pas quoi faire face à un patient, si vous êtes dans un cul-de-sac avec un patient, demandez-lui qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui. Parfois, assez souvent, il va vous répondre une réponse. Il saura un peu ce qui pourrait être fait pour lui, ce qui pourrait l'aider. Alors maintenant, j'aborde un autre sujet, c'est la peur de devenir dingue. Alors la charge de travail et l'apprentissage à venir étaient vraiment trop importants pour moi et je redoutais un peu de devenir dingue. Bon, évidemment, en vrai, on devient rarement définitivement fou, mais le stress est là tout de même et je vous donne quelques conseils pour faire face à cela. D'abord, le premier, assez évident, c'est que les 6 premières années de médecine, c'est pas comme la première année avec le concours de première année à la fin, c'est pas un sprint, c'est un marathon, ça dure plus longtemps, il faut vraiment prendre le temps de se reposer le week-end et vraiment de partir un peu en vacances. Forcez-vous à prendre des vacances, vraiment, au moins un petit peu, ça vous aidera, ça va vous aider plus que vous desservir. La deadline des ECN, le fait de se dire qu'il faut apprendre des tonnes de trucs avant la date limite, est super stressant. Si vous sentez que vous n'apprendrez pas assez rapidement pour être bien formé à temps, prenez des jours de repos. D'abord parce que, comme je vous ai déjà expliqué, le nombre d'informations à retenir n'est pas si élevé que ça. Certainement, vous vous en souviendrez. Et même si vous êtes en retard, prendre un peu de repos va permettre de faire le vide dans votre esprit, de faire le point et ça va vous permettre d'avancer plus vite par la suite. Et ça peut permettre aussi de voir qu'on est dans une mauvaise stratégie et donc de rétablir le tir. Et c'est pas possible quand on a tout le temps la tête dans le guidon. Si vous êtes trop stressé face à cette échéance des ECN, il faut se focaliser sur autre chose de temps en temps. Prenez de repos pour réussir à penser à autre chose. Ça fera que vous aider. Et puis c'est bête à dire, mais même ceux mal classés finissent par trouver une spécialité qu'ils apprécient quasiment tout le temps. C'est con, mais ça peut aider à stresser un peu. Et surtout, c'est vrai. Je continue les conseils sur ce sujet. Sachez que si à un moment vous présentez une faiblesse psychique, ça a été le cas de presque tous les médecins. Le taux de burn-out, c'est-à-dire le fait d'être désespéré, stressé, avec moins de motivation, ce taux de burn-out, il est de l'ordre de 50% chez les généralistes. Le stress, généralement, n'est pas votre faute, mais de la faute de l'État qui fait des charges insoutenables sur vous. La plupart des gens ne peuvent pas vivre ça tranquillement. Sachez donc qu'une bonne partie des gens sans aucun souci psychique
va mal vivre les études de médecine. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas normal, vous n'êtes pas mauvais médecin de souffrir. Évidemment, ça peut arriver d'avoir, dans certains cas, une vraie fragilité psychologique ou une vraie maladie psychologique. Dans ce cas-là, faites-vous aider. Et dans ce cas-là, l'arrêt des études est une question un peu plus légitime. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un mythe du médecin au psychisme infaillible, que tout le monde devait faire semblant d'être infaillible, de peur de passer pour un mec pas fait pour la médecine. Eh ben, c'est une connerie, puisque quasiment tout le monde, ou presque, a ses soucis. Je me dis ça également que nous, les étudiants, entretenons finalement un peu ce mythe, car on veut parfois vouloir faire bonne figure pour se prouver à soi-même et aux autres qu'on va être un très bon médecin, et donc on cache qu'on va pas forcément très bien, mais c'est un peu dommage. Je pense qu'il faut en parler avec ses amis et finalement le révéler. Et voilà. Et si jamais vous pensez arrêter les études, c'est une idée qui vient à l'esprit de nombreux étudiants. Si vous sentez que vous êtes trompé de voie en faisant médecine, je ne peux pas trop vous guider par rapport à ça. Essayez peut-être de déterminer si la situation s'améliorera pour vous ou non dans le futur. Et si vous serez satisfait de cette situation. Parfois, parler dans des groupes Balint, ça va aider à surmonter les difficultés. Donc les groupes Balint, c'est des groupes de parole qui réunissent plusieurs médecins où on peut partager son expérience pour mieux faire face à la suite. Souvent, ça aide pas mal de médecins qui sont en difficulté. Encore un point qui prouve que ce mythe du médecin infaillible est stupide, c'est que sûrement une bonne partie des médecins ont un QI supérieur à 130 parce qu'ils ont réussi le concours de première année qui est très difficile. Et tous ces médecins, il me semble bien, d'après ce que j'ai entendu un peu partout, ils doivent être hypersensibles parce que les gens qui ont un QI supérieur à 130 sont très souvent hypersensibles. Donc, si certains doyens de faculté de médecine veulent éliminer les étudiants légèrement fragiles psychiquement, comme j'ai pu voir dans ma fac, risquant de faire un burn-out, alors il faudra peut-être retirer 80% des étudiants. C'est une situation un peu délirante. Et ça, ce sont des conseils pour bien traiter vos patients. D'abord, ne forcez pas vos patients à suivre des traitements à tout prix, sauf si vraiment ils se mettent en danger de manière urgente et très importante. Je pense qu'il faut juste bien les informer, pas les saouler. Ils prendront le temps de réfléchir à ce que vous leur avez dit et prendront la meilleure décision pour leur situation. Et souvent, il y a une raison plus ou moins justifiée qui les incite, qui fait qu'ils ne vont pas prendre leur traitement, qu'ils ne vont pas faire ce que vous leur avez suggéré. Et donc encore un autre conseil, il m'est arrivé souvent durant mes études que des patients ayant des symptômes bizarres et insistant sur ces symptômes finissent par passer pour des fous, des dingues auprès du corps soignant, auprès des médecins. Et j'imagine que ça a été désagréable pour eux d'être regardés un peu de travers par ces soignants. Essayez de ne pas avoir ces attitudes envers les patients. Je pense d'abord que ces gens-là pouvaient tout à fait avoir des pathologies inconnues de la médecine et pourtant bien réelles. Même si parfois ils pouvaient s'inquiéter trop et même si jamais c'était dans leur tête, mais c'est pas une raison de toute façon pour se comporter de manière méprisante avec eux. Il faut donc éviter cette situation et voici comment. D'abord, si un patient présente des symptômes bizarres, il ne faut pas hésiter à poser de nombreuses questions et à faire préciser ses symptômes. Il faut comprendre la logique dans son esprit. Si nous, ça ne nous correspond à rien, il faut comprendre ce qui témoigne. Souvent, on doit pouvoir comprendre ce que le patient veut dire en enquêtant. Moi, il m'était arrivé que dans des situations où je ne savais pas comment aider un patient, par une réaction de rejet, d'agacement, je finisse par croire qu'il racontait des conneries et paraître un peu trop désagréable envers lui. C'était une erreur. J'ai compris plus tard ce qui se passait dans mon esprit et sûrement dans l'esprit d'autres médecins ayant vécu ça. J'avais parfois un peu peur de revenir vers les autres médecins qualifiés et qu'on me dise que j'avais mal fait mon boulot car je n'avais pas compris qu'ils racontaient n'importe quoi et j'avais pris au sérieux. Et en fait, les patients qui ont des mauvaises réputations et qui ont des symptômes bizarres, vous avez le droit de vous devez prendre en compte leurs plaintes et être aimable avec eux. Il ne faut pas redouter qu'en revenant vers vos collègues, ils se moquent de vous car vous avez pris au sérieux un patient. Aucun de vos collègues n'a à faire ça. D'abord, en tant que débutant, vous n'avez pas à comprendre le problème du patient à la place du médecin qualifié, donc il ne faut pas s'inquiéter de ne pas savoir et de ne pas avoir compris ce qui s'était passé. Il faut rester dans le doute, mais si vous êtes plus qualifié, ce n'est pas le jugement de vos collègues non plus qui doit vous empêcher de vous occuper d'un patient. Il y a un autre mécanisme par lequel je pouvais être agacé envers les patients, c'est quand le patient insistait longuement sur ses symptômes et pouvait me donner l'impression qu'il m'en voudrait si j'arrivais pas à l'aider. Je culpabilisais donc de ne pas l'aider, et à cause de cette situation sans solution, je finissais par penser que le problème il venait de lui,
et que ses symptômes étaient exagérés car j'étais perdu. Je me disais que c'était lui qui devait inventer ou exagérer ses symptômes. Et en fait, pour résoudre ce problème, il faut comprendre ce qui se passe. Je pense que souvent, le patient qui insiste sur leurs symptômes le font parce qu'ils ont peur de ne pas être pris au sérieux, mais pas parce qu'ils ont peur de ne pas être soignés. Et ils peuvent du coup donner l'impression de s'énerver et de nous en vouloir parce qu'ils ne veulent pas être soignés, mais en fait, ils sont un peu énervés parce qu'ils veulent être pris au sérieux. Et ils ne veulent pas être soignés à tout prix. Donc du coup, si vous ne trouvez pas de solution, il ne vous en voudra pas. Et donc, ce message à lui dire, ayez la politesse de lui dire ça. Je suis désolé, mais c'est quelque chose que je ne connais pas et je ne sais pas comment vous aider. Ça va très certainement apaiser l'inquiétude du patient. C'est mieux que de le regarder de travers et de prétendre qu'il invente les symptômes parce qu'on est énervé, parce qu'il nous donne, il nous en voudrait de pas le soigner. Bien sûr, si jamais vous êtes perdu, vous pouvez aussi parler de ces hypothèses aux autres médecins. Ils pourront parfois vous aider. Quasiment tout le temps, je crois, les gens qui se plaignent de ces symptômes incompréhensibles, qu'on ne sait pas soigner, les ont vraiment eus. Et je suis persuadé que le corps humain est tellement complexe que fréquemment, des gens ont des conneries bizarres dans le corps. Un peu à la manière de certains ordinateurs qui bug, alors que l'ordinateur d'un côté, il ne bug pas. Après, en fait, on peut aussi s'ouvrir pour ce patient et vouloir l'aider à tout prix. Mais si la situation n'est pas urgente, ne culpabilisez pas et prenez le temps de la réflexion. Ça va permettre de choisir comment le soigner ou le rediriger si le problème persiste. Après, il faut essayer d'estimer si ces symptômes bizarres sont urgents ou non. Et c'est un peu la difficulté dont je parlais précédemment. Et ça, je ne saurais pas trop vous donner de conseils là-dessus. Il faut rester très prudent quand on débute. Et j'imagine l'expérience aide beaucoup dans ces cas-là pour faire le tri entre ce qui est urgent ou non. Souvent, attendre quelques jours permettra de voir comment ces symptômes évoluent s'il n'y a rien d'urgent. Voilà, donc on ne peut pas être sûr que le patient il invente, on ne peut pas être sûr qu'il a un symptôme réel. Expliquez-lui que vous ne savez pas comment l'aider, sinon ça risque de créer un cercle vicieux où l'incompréhension augmente. Je pense qu'il ne faut surtout pas cacher au patient qu'on est perdu pour ne pas l'inquiéter. Il faut expliquer au patient qu'on ne sait pas, faire semblant de savoir, ça va juste vous amener droit dans le mur. Et puis mépriser la parole du patient, j'imagine surtout des patients connus comme étant fragiles ou inquiets, ça peut amener à prendre trop à la légère la plainte de certains qui ont pourtant une importance. Je donne un autre exemple d'une amie aide-soignante. Une patiente se plaignait de douleurs au talon. Les deux infirmières le connaissaient comme anxieux, ont cru qu'il somatisait. C'est-à-dire qu'il ressentait certaines douleurs à cause de son anxiété et donc on l'ont laissé sans rien faire. Pas de bol, il y a mon amie aide-soignante qui passe 2 heures après et qui a bien vu que le talon il était mou. Je sais plus si c'est à cause d'une infection ou d'une tumeur, mais enfin, il y avait vraiment quelque chose. Peut-être les infirmières, elles avaient peur de passer pour des nouilles si elles prenaient au sérieux la plainte du patient, et c'est parfois ça le souci, c'est qu'on peut redouter pour son image de passer pour des couillons. Et sachez que vous êtes dans votre droit d'essayer de comprendre ce qu'il y a. Et personne ne devrait vous moquer de vous pour ça. En vrai, il ne coûtait pas grand-chose de vérifier le talon du patient ou d'autres symptômes dans d'autres situations. Voilà, donc ne soignez pas un patient avec la peur de vous faire engueuler par vos collègues si vous ne faites pas comme il faut, mais soignez-le pour aider. J'avoue que ce n'est pas forcément facile quand on n'a pas encore les connaissances. Si nécessaire, précisez fermement à certains membres de l'équipe soignante qu'on ne doit pas maîtriser les patients, même si on peut avoir du mal avec certains. Et pour les externes et les infirmières, on ne vous demande pas de déterminer le diagnostic, ni si le patient a fabule ou non, mais on vous demande uniquement de relater les symptômes et les faits et de vous former. Il ne coûte pas grand-chose parfois de mener une petite enquête juste par curiosité sur le patient. Mais ce n'est pas encore votre rôle de culpabiliser de ne pas savoir. La morale, c'est que pour les patients ayant des fragilités psychiques ou mauvaise réputation, il faut quand même tenter de bien comprendre leur discours et vérifier tout ce qui doit être vérifié, comme on le ferait avec n'importe quel patient. Même s'ils peuvent assez souvent, peut-être trop souvent, s'inquiéter un peu trop. Et il y a une autre situation où je pense qu'il faut bien comprendre comment agir, c'est si un patient s'inquiète d'avoir un truc grave et qu'il veut qu'on vérifie si c'est bien grave ou non. Si vous pensez que c'est pas important, expliquez-lui en quoi vous pensez que c'est pas grave et pourquoi il faut pas faire d'examen complémentaire ou prendre d'autres actions. Sinon, c'est normal qu'il continue de s'inquiéter s'il n'a pas bien compris le problème. Une des choses à lui préciser, éventuellement, c'est que de nombreux patients ont les mêmes symptômes que lui, mais que c'est jamais grave si effectivement vous savez que c'est le cas.
Et je pense que ça rassurera vraiment le patient. C'est important, sinon le patient il sortira de votre consultation inquiet et un peu énervé que vous n'avez pas pris en compte sa plainte et que vous ne lui avez pas expliqué ce qu'il en était. Pour la prise en compte des patients ayant des problèmes psychiatriques graves, il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, pour la plupart des pathologies, presque tous les patients ont un traitement qui fonctionne en période hors crise et ils vont bien, ils sont entre guillemets normaux, leur cerveau refonctionne presque normalement. Souvent, chez les médecins et dans la population générale, les problèmes psychiatriques font peur. On a tendance à penser que le cerveau du patient est complètement foireux et que c'est définitif. Déjà, c'est pas forcément définitif parce qu'il y a des patients qui guérissent, même si c'est assez rare. Et ça peut effrayer de penser qu'on peut attraper ça. Ça peut aussi effrayer parce qu'on va penser que les réactions des patients, ça va être n'importe quoi. En fait, moi, ce que j'ai fini par comprendre face à ces problèmes psychiatriques, c'est que quasiment tous les symptômes psychiatriques sont une exacerbation, parfois extrême, de ce qui peut être ressenti normalement par n'importe qui. Par exemple, avec le témoignage de personnes ayant une schizophrénie, quand ils vont bien, on voit que leur parano est due à l'impression qu'il est très probable que les gens leur fassent du mal gratuitement. Ça peut être un phénomène presque normal chez quelqu'un, mais c'est complètement exacerbé chez ces personnes-là, et donc finalement, leur cerveau il déconne pas complètement, c'est juste cette fonction qui est surexprimée. Chez les personnes schizophrènes ayant un délire paranoïde, durant leur crise ou sans traitement, cette peur qu'on leur fasse du mal gratuitement est très forte, très intense, les amenant à imaginer plein de scénarios. Et c'est pareil pour tous les symptômes psychiatriques, c'est un phénomène normal du cerveau qui est surexprimé. Alors, dans certaines maladies, ces impressions, ces phénomènes suractivés sont si forts qu'il ne faut pas essayer de soigner par la parole. Ça crée encore plus de problèmes chez vos patients, mais par des médicaments. Effectivement, ces problèmes sont parfois intenses, si intenses que la parole du patient, elle devient incompréhensible, et on se dit, le mec, il est complètement dingue, mais en vrai, leur cerveau n'est pas monté à l'envers, c'est juste qu'ils ressentent trop fort les trucs. Ça sert pas forcément non plus à essayer à quelque chose d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais je pense que c'est comme ça. Ça peut être rassurant de savoir que c'est comme ça. Et puis rassurez-vous, pour les patients bipolaires, schizophrènes, généralement le traitement est pris par ces patients parce qu'ils ont conscience que ça leur fait du bien et il est très efficace. Aussi pour la majorité des maladies psychiatriques, l'impression qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, elle est toujours présente et elle empêche ces patients de faire du mal. Voire même cette impression qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, elle est augmentée et la culpabilité, elle augmente dans ces maladies. Même si, après, c'est vrai qu'ils peuvent être énervés et que leur parano, ça peut les énerver. Mais ils ont quand même conscience qu'il ne faut pas faire du mal aux autres. C'est important de comprendre pour qu'on se rende compte que certainement, même si le patient peut être énervé, il va faire de mal à personne. Et puis voilà, c'est un conseil complètement à part et j'aimerais que parfois les médecins tentent d'aider les patients qui présentent des trucs bizarres et emmerdants et pourtant inconnus de la médecine. Là, c'est un peu contraire à la décision thérapeutique habituelle, ce que j'ai expliqué un peu plus haut, où on traite suivant des règles bien précises. Pour ces situations inconnues de la médecine, vous pourriez essayer justement de comprendre le mécanisme de la maladie et comme ça, on doit pouvoir parfois trouver des solutions. Bien sûr, il faut être prudent car proposer certains traitements pourrait être dangereux, mais parfois, je crois que essayer des trucs, ça peut être salutaire pour le patient, ça peut vraiment débloquer des situations. Aujourd'hui, pour les prescriptions hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, les médecins ne sont pas obligés de la faire. Et s'ils le font, ça engage leur responsabilité. C'est-à-dire que s'il arrive à un problème à un patient à cause de ce traitement, le patient peut se retourner contre le médecin et porter plainte contre lui. Le médecin pourrait alors avoir des problèmes avec la justice. Mais ça, du coup, ça rebute certains médecins de faire des prescriptions hors AMM. Essayer de soigner les trucs bizarres, c'est aussi une démarche compliquée qui demande beaucoup de temps et je comprends que ça ne puisse pas toujours se faire. Je sais qu'auparavant, la médecine interne essayait de trouver des solutions pour ces patients-là. Aujourd'hui, ce n'est plus possible car avec la tarification à l'acte, ces patients sont plus rentables à l'hôpital. L'hôpital a donc d'essayer de traiter ce genre de patients avec des problèmes très inhabituels et c'est quand même très triste. En fait, je crois que ce qui est en jeu dans ces phénomènes, le fait que ça peut se passer mal avec les patients ou qu'on redoute de prendre en compte les patients avec des trucs bizarres ou qu'on critique les médecines parallèles, je crois que dans tous ces cas-là, ce qui est en jeu, c'est le fait d'avoir peur d'être mal vu en tant que médecin par la communauté médicale. Si on écoute le patient qui est censé dire n'importe quoi, on a peur de passer pour un idiot.
d'être mal vu. Quand on prend pas au sérieux une médecine réputée parallèle, c'est peut-être parce qu'on a peur d'être moqué par ses collègues si on la considère au sérieux. Ce qu'il faut, c'est réfléchir en fonction du bon sens et non du jugement de la communauté. Par exemple, si vous pensez qu'une médecine, entre guillemets, parallèle, elle est efficace, je pense qu'il faut l'utiliser, même si vous avez peur d'être moqué. Il faut essayer de savoir, de déterminer le plus rigoureusement possible, d'après vos pensées, si elle est efficace ou non, et il faut se moquer de l'avis des autres. Ben voilà, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a été utile. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour dire à quel point vous avez apprécié ces conseils. Ça me permettra que ma vidéo elle soit mieux réputée et plus vue sur YouTube. Donc la bonne action que vous faites aujourd'hui, c'est de me mettre un pouce bleu pour aider à faire connaître ma vidéo. Et s'il vous plaît, si vous êtes concerné, si vous trouvez cette vidéo bien, partagez-la sur Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez. Ça serait cool qu'elle aide le plus grand nombre d'étudiants. Les étudiants sujets à ces inquiétudes décrites dans cette vidéo vont devenir bons à mon avis. Je croyais que c'était un défaut de ne pas savoir comment faire en tant qu'externe, mais en fait, ça signait le fait que je me posais énormément de questions qui n'avaient pas encore de réponse. Je croyais ainsi que j'étais mauvais, mais en réalité, pas mal d'autres étudiants se posaient même pas ces questions de curiosité, et c'est effectivement un handicap au début de se poser toutes ces questions, mais sur le long terme, je pense que ça nous apprend à mieux maîtriser, et je pense qu'on devient presque meilleur en se posant trop de questions finalement sur le long terme. Je m'en suis rendu compte que récemment finalement de ça. Encore une idée que je veux rajouter, je crois bien que les médecins ne parlent pas de leur faiblesse, de peur que ça révèle l'idée qu'ils soient mauvais médecins, aussi bien à leurs yeux qu'aux yeux des autres. Du coup, personne ne sait que les autres vont pas forcément très bien. C'est un peu couillon. Du coup, discutez de vos difficultés avec vos amis, ça va vous aider. J'aimerais aussi lancer des vidéos sur la physiopathologie. Si jamais cette vidéo elle a du succès et que vous êtes externe ou même interne, posez-moi des questions sur ce que vous ne comprenez pas dans les commentaires. Ce qui vous semble bizarre dans la médecine, pensez à le faire, même si vous prenez un peu de temps pour réfléchir, car ma réponse va vous aider et va aider les autres. D'ailleurs, les premiers à poser des questions, je leur répondrai rapidement dans une prochaine vidéo. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, et ça va m'aider, et vous serez alerté sur les futures vidéos sur la physiopathologie. Voilà, et merci beaucoup, et je vous aime tous, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Rebonjour, je vous fais un petit rajout, je suis désolé si je vous prends du temps. Alors comme vous pouvez le voir, il fait 30 degrés ici et je suis en sueur, mais vous inquiétez pas, ça va bien. Donc, je viens de mieux réfléchir à comment prendre en charge les patients qui s'inquiètent trop en tant qu'externe, que ce soit des patients avec des problèmes psychologiques ou non. Si vous avez à prendre en charge un de ces patients trop inquiets en tant qu'externe, le souci c'est qu'il pourrait vous transmettre ses inquiétudes. Vous pourriez alors vous demander ce qu'il faut faire pour l'aider et éviter que ça te donne un truc grave. Vous allez naturellement reporter ce truc dans le dossier médical et au chef, car en tant qu'externe, vous ne saurez pas comment agir pour l'aider. Mais si ce patient a des choses inquiétantes tout le temps, vous allez redouter d'être pénible avec l'équipe soignante, que vous devrez déranger fréquemment. Donc à un moment, vous allez arrêter de tout reporter, et ça, c'est pas bon. Donc là, je vais vous expliquer comment faire dans ce cas-là. Déjà, si ça vous paraît inquiétant, dites-le à l'interne qui vous gère, expliquez calmement, sans paniquer, bien tous les détails qui vont permettre au médecin qui vous gère de comprendre en quoi le problème est important à vos yeux, et expliquez tous les symptômes du patient. Et dites-lui clairement si la situation vous inquiète et que vous aimeriez savoir en quoi c'est bénin, si lui il pense vraiment que c'est bénin. N'hésitez pas à insister tant que vous n'êtes pas sûr que c'est bénin, restez calme bien sûr, serein, mais n'hésitez pas à aller au fond du sujet, vous avez le droit de savoir en quoi c'est bénin. Notez également les symptômes sur le dossier médical du patient avec votre nom dans la marge, d'abord pour que tous les soignants puissent avoir les informations, mais aussi parce que ça vous protégera judiciairement si jamais le problème était grave et que l'interne vous a pas écouté sans moquer. Faites pas trop chier votre interne naturellement, du genre en mode panique, mais vous avez le droit d'être bien informé. Et même si c'est fréquent, portez les informations. C'est son rôle de vous écouter. S'il vous recadre parce que vous l'embêtez trop fréquemment avec ça, alors recadrez-le plus fort et dites-lui que vous connaissez mal la médecine et que c'est normal parce que vous êtes externe et qu'il est obligé de vous écouter par prudence autant de fois que nécessaire. Comme je l'ai dit, reportez bien les symptômes à l'interne et si jamais l'interne n'a pas l'air de prendre le problème au sérieux,
et que vous pensez toujours que c'est grave, qu'il vous explique pas bien le truc, éventuellement, reportez-le à vos chefs, reportez-le à vos chefs dans ce cas-là, faites-le discrètement, bien sûr, mais faites-le quand même. Si vous ne faites pas ainsi, ce qui risque d'arriver, c'est que le jour où il y a un vrai problème grave à reporter, vous risqueriez de ne pas le reporter. Il me semble que c'est la meilleure attitude à avoir dans ces situations. Voilà, c'est tout bête, mais parfois on est perdu face à ce genre de truc. Alors l'idée c'est que ça arrive rarement d'avoir un truc grave, mais si on arrête de reporter, bah, on va tomber sur un truc grave qu'on n'a pas reporté, et là ça sera vraiment embêtant. Donc du coup, j'espère vous avoir été utile avec cette vidéo. Comme tout est dit, tout ce que je voulais dire est dit, je vous dis au revoir, à bientôt.